Bon, comme ça? OK, super. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de présider cette première table ronde. Et on est en très bonne compagnie. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble avec Mistral Goudreau, qui est professeur ici à l'Université d'Ottawa, et Brunsen Bertrand, qui est professeur à l'Université de Rennes. Donc, il sera question de philosophie qui encadre les... Il sera question... Je vais déjà céder la parole à Mistral. Alors, ma présentation, c'est la vision d'une juriste sur des technothéories. Et déjà, vous comprenez la difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire, technothéorie? Alors, technothéorie, en fait, c'est un terme qu'on a utilisé à l'Université d'Ottawa pour décrire le cours de philosophie dans le programme de maîtrise droit et technologie qu'on a en 2000. Ça vient, en fait, de l'expression anglaise jurisprudence, qui est, là, on s'est mis à s'intéresser à l'impact de la technologie sur le droit, ensuite sur la société et finalement, pour des années, j'ai fini de m'intéresser à la philosophie de ce que ça veut dire. Alors, Gilbert Ottois, lui, nous dit que ça viendrait d'une publication de Ernst Kapf, qui a vécu de 1808 à 1896, qui écrit donc ce livre sur le fondement de la philosophie de la technique. Et lui présente la technique comme une... En fait, les outils techniques sont des prolongements des membres de l'humain. Et c'est la vision de l'être humain qui est, puis là, c'est des expressions qu'ils utilisent, là, homo faber, puis de nos jours, on parle de homo mechanicus ou homo technicus. Donc, ce serait le propre de l'homme de faire ces outils. Ça, c'est la vision qui est très positive de la technique. Il y a une vision contraire, qui est une vision technophobe, selon laquelle la technique a l'effet d'un raz-de-marée sur le destin de l'homme. Alors, entre les... on va voir là qu'il y a ce débat. Et ma présentation, c'est la vision du juriste. Alors, lui, le juriste a une position, le juriste traditionnel, a une position un peu différente. Lui, il va vous dire, le droit, avec ses principes généraux, a tous les outils pour faire face à tout. Donc, il n'y a pas besoin de s'occuper particulièrement de la technique. Nous avons, avec le développement du droit depuis 2000 ans, tous les outils pour faire face à la technologie. Nous avons les principes, nous pouvons adopter des règles, nos tribunaux peuvent adapter le droit, même les organisations publiques peuvent émettre des directives pour faire face à la technologie. Alors, c'est une vision exceptionnaliste qui dit au contraire, il faut changer le droit pour faire face à la technologie, il faut adopter l'approche qui est nécessaire pour la technique, la technologie. Ces qualités peuvent être significatives. Alors là, on revient à mes technophobes ou mes technophiles. Gilbert Ottois, dans ses livres, donc, différents technophobes et technophiles. Mais il va dire technophile qui voit de l'humanité comme des problèmes et l'aliénation de l'homme, aliénation qui est due parfois sociétale ou de production, de bien-être qui peuvent être difficiles. Il y a même des technophiles évolutionnistes qui voient même l'être humain comme étant un objet qu'on peut perfectionner. Alors là, il y a eu vraiment une réaction à ça. Est-ce qu'on va permettre le patrimoine génétique de l'être humain il y a dans le droit des interdictions de faire certaines choses au niveau de la manipulation génétique. Ça m'amène au technophobe, où là, le technophobe, c'est que ce technophobe il est en train de jouer à Dieu et il va amener les catastrophes. Pourquoi les catastrophes? Parce que l'existence de l'humanité va être menacée, des astres vont être menacés par cette manipulation génétique. Et Hans Jonas, qui est un des philosophes très connus, va on va sortir de ses écrits, selon certains, beaucoup, le principe de précaution, qui est devenu un principe directeur en droit de l'environnement. Alors,
voici donc la première classification. Est-ce qu'on a présentement une approche technophobique vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Dans les journaux, là, il y a eu certaines déclarations. Alors, certains ont dit que, par exemple, l'intelligence artificielle n'avait aucun souci of self-preservation, donc ils sont indifférents à la mort, donc qu'est-ce qu'ils vont décider? Et certainement, là, il y a eu des nouvelles qui ont accroché l'attention du public. Jeffrey Hinton, qu'on disait être le parrain de l'intelligence artificielle, a quitté Google. Il y a eu une signature de lettres comme quoi il faut faire un moratoire, suspendre la recherche dans les laboratoires sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de la technophobie? Point d'interrogation, c'est une qualification subjective. Maintenant, ce n'est pas la seule classification. Un chercheur canadien, Andrew Finberg, lui, a dit, écoutez, il faut en fait faire 4 catégories. Il y a le déterminisme, instrumentalisme, subjectivisme, théorie critique. Il rajoute en fait, dans les caractéristiques de la technique, 2 questions. Est-ce que la technique, elle est neutre? Une technologie, est-ce qu'elle est neutre? Et est-ce qu'elle est autonome? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de neutre? Eh bien, c'est de dire, écoutez, la technologie incorpore en elle-même des valeurs. Et ces valeurs, ce sont le changement, la rapidité, la standardisation. Et Jacques Ellul est un de ceux, là, avec ses écrits, le système technicien, le bluff technologique, qui va essayer de documenter ça, ou en tout cas d'argumenter ça. Et il va dire, écoutez, quand on est dans une équipe technologique, là, on valorise la normalisation parce qu'on veut tout quantifier. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on est dans ce phénomène-là où tout devient donné. L'être humain devient une série de données. Et donc, Jacques Ellul va vous dire, ça, c'est le paradigme de la déraison. C'est un des paradigmes de la déraison. Le deuxième, c'est le changement à tout prix. Il appelle ça, lui, le mythe du progrès. Pourquoi mythe du progrès? Parce qu'il dit, chaque progrès technique comporte des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients, on ne les voit pas immédiatement, on les voit à long terme. Et donc, il va vous dire que cette valorisation du changement mène à des solutions problématiques. Alors, Jacques Ellul, donc, propose cette vision-là de valeur inhérente à la technologie. Et deuxième, et là, c'est plus difficile, c'est non seulement c'est la non-neutralité de la technologie, mais c'est le caractère autonome de la technologie. Alors, le caractère autonome, parce que la technologie, il y a des gens qui ont affirmé, par exemple, « All that can be done will be done ». Alors, c'est Gabor, la loi de Gabor, soi-disant qui avait dit ça. Si vous avez la bombe atomique, il y a quelqu'un qui la lancera. Et ça, c'est, selon eux, une caractéristique inhérente de la technologie qui est en lien avec ce qu'on appelle l'effet papillon, la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'on a réalisé, en physique principalement, que dans les systèmes non linéaires, un tout petit changement à l'origine peut avoir des conséquences catastrophiques. Ou, peut-être pas catastrophiques, mais gigantesques. Et donc, vous ne pouvez pas prédire. Il n'y a pas de prédiction possible. Et c'est incontrôlable puisque vous ne pouvez pas prédire. Alors, le dernier philosophe que je vais vous présenter, ça va être Martin Heidegger, qui est justement là, un de ceux qui aurait dit que la technique, elle est autonome et elle comporte des valeurs. Quand on lit complètement Heidegger, il est très difficile à lire et c'est une qualification qu'on peut remettre en question parce que vers la fin, on réalise qu'il dit que ce n'est pas écrit d'avance. Ce n'est pas écrit d'avance parce que même les chercheurs en physique vont vous dire que cette histoire du déterminisme, ça n'a pas été prouvé, c'est non prouvable. Vous ne pouvez pas prouver que la chaîne des événements mène ou non ou est incontrôlable. C'est une expérience qui est impossible à faire. Et Heidegger va vous dire, en fait, c'est parce que l'homme a une précompréhension quand il regarde l'univers.
Il le voit d'une lunette de son expérience personnelle. Il lui manque cette vision globale. Et il faut qu'il soit, puis là, il y a tout un vocabulaire de Heidegger, il y a même des dictionnaires, juste des mots de Heidegger, de Dasein. Il faut que vous preniez conscience de votre présence dans votre histoire. Et vous avez une précompréhension et vous devez vous efforcer d'aller au-delà de cette précompréhension. Et donc, ça signifie que vous ne devez pas être aveugle devant ce qu'il appelle l'essence de la technique. Puis je pense que c'est particulièrement pertinent pour l'intelligence artificielle. Vous ne devez pas être aveugle, mais l'intelligence artificielle, si vous la regardez correctement, va vous montrer aussi les réponses. Et probablement que c'est la chose à retenir peut-être de ma présentation, c'est qu'il faut ce genre de conférence à laquelle on assiste aujourd'hui, où on va s'intéresser à l'essence de la technique et on va essayer de trouver le bon cadre régulatoire pour cette technologie-là. Alors là, j'ai sûrement déposé. Merci beaucoup. Alors, je reprends très temporairement le micro. Merci, Mistral, d'avoir relevé le défi, je trouve, de faire dialoguer des auteurs qui ont parlé de technologie avant l'intelligence artificielle et d'essayer de les faire dialoguer et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur l'intelligence artificielle. Je pense que la question de la neutralité et de l'autonomie va revenir beaucoup dans les 2 prochains jours. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Brunessen Bertrand. Beaucoup, Céline, pour cette magnifique invitation et puis l'Université d'Ottawa d'offrir le cadre d'un échange aussi stimulant avec plein de gens que je me réjouis d'entendre et de retrouver, de voir. Voilà. Alors, la table ronde porte sur la question des normes et politiques de l'intelligence artificielle. Moi, je vais essayer de présenter un peu la politique européenne. Et en fait, cette perspective-là que tu nous proposes sur cette table ronde a résonné de façon assez singulière avec la contribution que tu m'avais proposé de rédiger donc, pour cet ouvrage collectif. Parce que donc, ma contribution portait sur le choix entre une approche sectorielle et une approche générale de la régulation de l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Et si on met ça en perspective avec la politique européenne elle-même, je pense que c'est une question qui est en fait assez fondamentale, non seulement pour des raisons de régulation juridique, de choix qu'on peut faire entre une approche spécifique et une approche générale, mais au-delà de ça, je pense que c'est un choix qui est très éclairant par rapport aux objectifs de la politique européenne du numérique elle-même. Alors, on a effectivement le sentiment, on a pour l'instant encore une proposition de règlement pour réguler l'intelligence artificielle avec son petit surnom comme tous les règlements désormais en droit européen et les directives. Voilà. L'IA Act, et donc on a a priori une approche très générale qui cherche à saisir presque une approche horizontale, pour reprendre le vocabulaire des institutions européennes, même si c'est une horizontalité, une généralité qui est un peu en trompe-l'œil, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres règles spécifiques qui existaient déjà, qui vont être adoptées en parallèle, et dans le texte lui-même, on a quand même toute une gradation de pluralité, d'interdiction, d'autorisation, etc. Donc, c'est une approche qui est générale jusqu'à un certain point. Mais malgré tout, le fait de présenter, de faire ce choix d'une approche générale, ça avait été discuté, notamment au Parlement européen, en commission, il fallait des règles plus spécifiques pour tenir compte des caractéristiques de certains domaines ou de certains secteurs. Il y a quand même un choix politique sur la façon dont l'Union européenne appréhende ces normes. C'est politique de l'innovation, c'est politique de l'intelligence artificielle, et je pense que c'est un choix très politique, c'est-à-dire d'avoir une façon de s'affirmer au monde. Voilà. Nous, on a un AI Act, comme il y en a qui ont le Cloud Act, il y en a qui ont le... Et donc, on veut un acte, on a le DSA, on a le DMA. Maintenant, on reprend plus ce vocabulaire d'acte. On n'est plus le règlement numéro 18600 abrogeant la directive 4301, etc., où ça fait 10 lignes, on peut même pas, un note en bas de page, on peut même pas, c'est trop long. Donc, on a comme ça des emblèmes politiques très forts de la volonté européenne de réguler le numérique, de s'emparer de ces questions, d'avoir une place aussi particulière dans le monde de ce point de vue-là.
Alors ambivalente, hein, parce que réguler l'IA, on voit les effets de ricochet, de secousses, etc., que ça peut générer un peu partout. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir ce que ce texte peut susciter. Alors effectivement, il y a des effets un peu extraterritoriaux, mais de l'Australie aux États-Unis, en passant par ce texte polarise l'attention. Alors peut-être un peu trop par rapport à ces dispositions et ce qu'il prétend réguler, et avec des discours extrêmement ambivalents. Alors on entend d'un côté que l'Union européenne se tire une balle dans le pied parce que c'est une façon d'étouffer l'innovation, etc. On entend aussi un discours inverse, que c'est une forme de protectionnisme économique déguisé, comme le RGPD avait pu l'être aussi, et pourquoi pas après tout, c'est-à-dire de favoriser au fond les entreprises européennes qui peinent un petit peu à émerger, et donc en limitant un petit peu, en mettant au fond des barrières, enfin des freins à l'entrée sur le marché intérieur européen aux grandes entreprises technologiques étrangères. Donc, on est comme ça dans une forme de schizophrénie, et qui est en fait une ambivalence, mais qu'on retrouve toujours en droit de l'Union. Donc ça, l'ambivalence, on est assez habitué. Mais donc, il y a quand même un choix politique assez fort. Et peut-être, donc, c'est une question que je me pose régulièrement sous différents angles, parce que c'est revendiqué dans le discours politique européen de défendre un projet, un modèle européen alternatif. Alors nous, c'est pas le capitalisme de surveillance, c'est pas le crédit social chinois, c'est autre chose, c'est des valeurs, c'est un modèle propre à partir de cette idée de projet de gouvernance des données au niveau européen, de modèle européen de partage de données. Donc peut-être un projet politique aussi au fond d'une Union européenne qui cherche à trouver son propre modèle avec les contraintes économiques qui sont les siennes et avec aussi les limites industrielles qui sont les siennes. Donc une façon d'être au monde et aussi de revendiquer la soumission aux droits des activités numériques. Et donc en cela, cette AIEA fait partie de presque une diplomatie du numérique sur la scène internationale par le fait que on commence un peu à assumer des formes d'extraterritorialité, par les conditions qu'on pose au marché intérieur européen, qui est quand même finalement la seule force, mais pas forcément la moindre de l'Union européenne. Je pense que malgré les menaces qu'on peut avoir parfois de certaines entreprises technologiques, et encore depuis hier, hein, avec la sanction contre Meta, je ne pense pas que ces entreprises aient vraiment envie ou même les moyens, au fond, de se passer du marché intérieur européen. Donc là, on est vraiment sur les fondamentaux de la politique européenne, affirmation de la primauté du droit, de la régulation juridique, la vraie, pas de la soft law, pas des chartes éthiques, pas des proclamations, même si on a un petit peu tout ça, mais en tout cas, voilà, les règlements, et même pas des directives, donc avec un effet juridique plus effectif, disons, en tout cas sur le plan interne, toujours avec ce discours qui est difficile à appréhender sur les valeurs et les droits fondamentaux dans l'Union européenne et la place de ces valeurs dans l'Union européenne. Donc finalement, cette AIEAC, c'est une façon de légiférer de façon ostensible, d'assumer aussi une forme d'unilatéralisme de l'approche européenne, et avec une approche, c'est vrai, juridique très classique, au fond, qu'on pensait presque désuète, dépassée, puisqu'on ne parle plus que de compliance, de régulation, de co-régulation, de toutes les gradations de soft law, etc., d'éthique, de toutes ces nouvelles formes, disons, juridiques au sens large, qui étaient censées un petit peu remplacer la normativité unilatérale un peu contraignante traditionnelle. Donc un acte d'autorité, revendication du volontarisme politique européen, avec malgré tout sans doute un unilatéralisme un peu atténué, parce qu'on l'a vu avec d'autres réglementations, je pense au RGPD, ça c'est évidemment ce qui avait été très bien conceptualisé par Anu Bradford sur l'effet Bruxelles, le Bruxelles Effect, et le fait que il y a des conséquences, enfin il y a des effets d'alignement plus ou moins spontanés qui s'opèrent au sein d'entreprises, au sein de une sorte d'alignement des standards qui est vrai jusqu'à un certain point, puisqu'il y a aussi des contreparties à ça avec peut-être aussi notamment des zones du monde moins protégées qui subissent peut-être les effets pervers de cet alignement des standards normatifs. Donc voilà, un objectif politique très fort qui contraste peut-être un peu, mais ça, les appréciations peuvent diverger et je serais heureuse d'échanger sur ce point.
mon sentiment, mais de juriste académique, j'ai déjà dépassé. Il reste 2 minutes. 2 minutes. Bon, alors, comme vous pouvez constater, c'est mes 2 premières lignes d'introduction. Mais c'est bien comme ça. On va pouvoir discuter. Oui, moi, c'est voilà, l'académique un petit peu détaché des contingences industrielles, matérielles, économiques. Je ne trouve pas que ce soit très contraignant, en réalité, les dispositions de ce règlement. Et il y a aussi sans doute un effet un peu clair-obscur avec ce que les entreprises vont pouvoir retrouver comme marge de manœuvre dans l'application de ce texte, qu'on leur laisse quand même une très large place. Enfin, il faut qu'elles trouvent elles-mêmes les moyens de satisfaire aux différentes dispositions. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et sur les questions aussi de standardisation, de normalisation, parce qu'on voit que avant même l'adoption de l'acte, en fait, les groupes de travail de standardisation pour essayer de récupérer une marge de manœuvre perdue avec des dispositions contraignantes sont déjà très activement en route. Et ça, c'est peut-être un angle mort, en tout cas dans la doctrine française. On s'intéresse un petit peu moins à cet aspect standardisation, normalisation, alors que dans l'application concrète et pratique du texte, ça a une certaine importance. Donc, bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que ça doit faire 2 minutes. Merci beaucoup pour cette présentation. On va avoir l'occasion d'en discuter encore. C'est intéressant d'entendre que en fait, le droit cherche une forme de sécurité, mais que l'IA déstabilise beaucoup ce cadre-là. Et c'est évidemment fascinant de voir comment l'Europe cherche à manœuvrer dans tout ça. Il y a forcément des questions. Enfin, moi, j'en ai, mais je pense que l'intérêt, ce serait de se tourner dès maintenant vers la salle. On a encore à peu près 30 minutes pour discuter. Il y a nos 2 invités qui sont ici. Alors, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Moi, j'ai bien aimé votre présentation. Il y a une question en particulier qui m'intéresse. C'est le fait que l'intelligence artificielle a des connaissances techniques. Et à un moment donné, je me suis intéressée à l'automobile autonome. Et dans ce contexte-là, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsqu'on veut contrôler la conception des automobiles, les fonctionnaires, l'administration publique s'est vite rendu compte que les derniers développements de l'industrie privée qui les faisait et qui les comprenait. D'où sa volonté, en fait, de se rapprocher de l'industrie privée. Finalement, ils ont créé, dans le domaine de l'automobile aux États-Unis, une organisation qui est canado-américaine à but non lucratif, qui est celle qui émet des normes. Et ensuite, le gouvernement canadien rend ces normes-là obligatoires, puis là, fonctionne dans le système de droit. Mais pour l'intelligence artificielle, est-ce que ce genre de problème-là va pouvoir se poser ou au contraire, est-ce que les connaissances qu'on a en intelligence artificielle, les organisations publiques vont pouvoir rapidement y avoir connaissance puis le réglementer correctement sans cet apport de l'industrie privée qui peut-être est bien en avant pour les gouvernements? C'est la difficulté, en fait, c'est qu'on... Mais il y a quand même une... Il faut l'ouvrir. Il est ouvert. Peut-être que si moi je ferme le mien. Une approche un peu en silo. Il y a effectivement il y a le monde du droit, il y a le monde des cryptographes, il y a le monde des ingénieurs, il y a le monde des technos. Même les qualifier pour un juriste, c'est parfois pas simple. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Et on le voit d'ailleurs dans l'AI Act, dans la définition des systèmes autonomes qui est tentée dans une des premières dispositions et qu'on retrouve aussi en annexe. Alors bon, moi je lis et je n'ai pas d'appréciation particulière, mais ce qui est sûr, c'est que pour le coup, les ingénieurs sont quand même très très surpris de la façon dont la Commission européenne propose une approche de la technologie, etc. Donc il y a des formes d'incompréhension, et moi je me pose toujours cette question quand on parle de transparence des algorithmes, d'un juge qui doit contrôler, etc.
un juge ne peut pas contrôler un algorithme, on est complètement obligé de s'en remettre, alors que ce soit des industriels ou en tout cas des experts dans ces domaines-là. Et moi, c'est la question que je me pose et que je me suis posée. Enfin, c'est un peu en lien avec une des questions que je voulais vous poser aussi, justement, parce que est-ce qu'il y a une spécificité de la technologie de ce point de vue-là? Parce que le droit donc, va régir toutes les activités sociales. Et par exemple, dans le domaine médical, s'il faut régir, il y a des questions bioéthiques qui peuvent se poser. Il y a des questions parfois extrêmement techniques sur des compositions chimiques ou en matière d'environnement, quand on veut réguler les OGM et qu'on commence à décomposer les molécules, etc. Bon, c'est pareil, là, le juge, ce n'est pas un biologiste, etc. Donc, il y a toujours une façon que le juriste, même spécialisé dans une branche du droit, il y a un petit coup d'entrée pour bien saisir un objet, mais est-ce qu'il y a une spécificité de l'objet technologique de ce point de vue-là par rapport aux autres formes de régulation juridique? Alors, ce que vous soulevez a été soulevé évidemment dans les écrits des personnes que j'ai lues. Jacques Ellul, c'est un de ces points que le spécialiste, le savant de la technologie, il est nécessairement coloré, c'est-à-dire qu'il a été transformé par ses études et que donc il a une lunette particulière et à cause de ça, lui en tire des conclusions assez négatives. Mais à l'université, disons que je n'ai pas cette vision aussi négative des choses, c'est-à-dire que oui, celui qui se spécialise dans un domaine va nécessairement être coloré par son domaine, par ses expériences, et il va avoir tendance, autre critique de Ellul, il va avoir tendance à faire confiance à ses connaissances. Et il va négliger, évidemment, l'opinion, surtout des profanes. Alors là, dans le système de Jacques Ellul, là, il dit que ça devient de la technorégulation, c'est la gouvernance par la technique. Moi, j'ai une vision un peu plus positive parce que je pense qu'on est capable d'être conscient de nos biais. C'est-à-dire que quand on est formé, de notre formation, on tire des conclusions, mais on est capable de lire sur les critiques de notre formation. Se rendre au courant quels sont les manques qui sont typiques dans la profession et je pense qu'avec ça, déjà, on est en avant. Et la deuxième chose, c'est que normalement, puis ça, c'est de plus en plus avancé, normalement, vous voulez avoir une gouvernance inclusive. C'est-à-dire que vous allez demander l'opinion du public. Et là, je pense que les gouvernements, maintenant, s'engagent. Les gens qui sont critiques disent que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il y a quand même un effort de la part d'un certain nombre de gouvernements d'avoir cette approche inclusive où ils vont, par des livres blancs, par exemple, demander l'opinion du public. Ils vont faire des tables rondes. Ils vont essayer d'avoir l'opinion de gens qui ne sont pas nécessairement dans cette catégorie-là. Mais effectivement, c'est une des critiques qui est faite, c'est-à-dire que les développements technologiques vont être beaucoup contrôlés par les spécialistes de la technologie. Mais c'est un petit peu inéluctable. Comme je vous dis, moi, je vois des pistes de solutions, en tout cas des avenues d'espoir. Les gens vont essayer de s'intéresser à autre chose que leur spécialité et à ouvrir leur esprit à autre chose. Beaucoup des gens que j'ai vus pour ce texte-là, en fait, ce sont des scientifiques qui sont devenus des philosophes. Alors, le premier, là, Cap, c'était en fait quelqu'un qui était en géographie et qui, à un moment donné, s'est dit migrer aux États-Unis. Et là, il est devenu, parce qu'il est parti de l'Allemagne, il y avait eu des se sentait un petit peu en dehors de mainstream, qui est allé aux États-Unis. Et là, il s'occupait de développement agricole. Il s'est mis à penser à la machine.
et il va faire donc les fondements de la philosophie de la technique. Je pense que c'est une chose qui arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que ces spécialistes vont s'ouvrir à des questions plus larges et là, ils vont perdre un peu leur pilier technologique. J'avais aussi quand vous avez parlé des visions exceptionnalistes, anti-exceptionnalistes, et pour regrouper la question des technophobes et des technologies, est-ce qu'on peut avoir une neutralité axiologique? Parce que dans certains textes, mais vraiment pour le coup de soft law, la Commission parle beaucoup de neutralité technologique des droits, de neutralité technologique des droits fondamentaux, qui est un petit peu contradictoire quand justement elle s'essaye à définir elle-même des systèmes autonomes dans la LEAT. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est potable? Et le prolongement de ça, parce que vous avez aussi évoqué les valeurs inhérentes à la technologie, etc. Est-ce que le droit peut influencer ces valeurs technologiques? En l'exemple dont on parle, c'est la première à laisser de ChatGPT. Est-ce que, par exemple, c'est une certaine vision du monde, et est-ce que, par la gouvernance des données, ce que cherche à faire l'AIAC aussi, on peut influencer les valeurs, alors qui sont propres à un système d'intégration politique et sociale donnée. J'ai un ami qui a essayé de poser la question est-ce que ChatGPT dit moi une blague sexiste, raciste, etc. Il refuse de répondre. C'est d'une certaine façon, et on peut imaginer que si ce système avait été conçu dans un autre endroit du monde, c'est peut-être d'autres questions auxquelles il aurait pu répondre. Donc, il y a quand même des valeurs. Est-ce qu'on peut les influencer justement par des questions de gouvernance des données ou de contraintes sur les ingénieurs qui peuvent pas ce système? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Oui. Alors, oui, au niveau de la neutralité, alors, en droit canadien, on a ça. On a le principe de neutralité technologique. C'est un principe qui a été sorti par la Cour suprême où les juges sont censés appliquer la loi de façon égale, peu importe la technologie. Et dans mes recherches sur ce concept-là, ce qu'on réalise, c'est qu'ils le font dans les secteurs où, finalement, la technologie ne change pas les raisons d'être de la règle. Alors, si, par exemple, vous voulez protéger une œuvre musicale qui est écrite sur une feuille de musique, vous voulez la protéger également si ça a été un enregistrement qui a été mis sur une clé USB. Donc, neutralité technologique. J'ai été surprise, c'est que dans les secteurs où la technologie changeait la portée ou la raison d'être, ou attaquait la raison d'être de la règle, là, la Cour ne parle plus de neutralité technologique. Alors, par exemple, je me suis amusée à vérifier si en matière de saisie, on faisait la même chose. Alors, je dis aux gens, écoutez, moi, mes papiers, au lieu de les garder dans un classeur, je les garde dans un ordinateur. Alors, en droit canadien, quand vous avez un mandat qui permet la perquisition de la maison, vous avez le droit de rentrer dans des classeurs, vérifier les papiers, parce qu'on dit la maison, ça inclut les classeurs. Alors, neutralité technologique, ça devrait inclure les ordinateurs. Alors là, la Cour suprême a dit non, 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 parce qu'on sait que l'ordinateur contient beaucoup plus que juste les copies des choses. Il y a des informations sur l'utilisation d'ordinateurs. Il y a des informations sur sur quel nuage les informations. Donc là, c'est en dehors de la maison. Et là, la Cour dit non, cette règle qui s'appliquait aux classeurs ne s'appliquera pas aux ordinateurs. Et là, il ne parle pas de neutralité technologique. Alors, oui, il y a la possibilité de mettre dans le droit un principe de neutralité technologique, mais encore là, il faut vérifier est-ce que vous êtes en train, en disant que cette règle de droit s'applique à ce nouvelle technologie, est-ce que vous êtes en train de transformer la règle? Il y a un autre exemple qui avait été donné, c'était pour des menaces de mort, toujours en droit criminel. Des menaces de mort, on disait,
au départ, il y a des menaces de mort qui étaient faites par écrit à l'incriminalité, mais pas celles faites verbalement. Pourquoi? Parce que verbalement, on dit toutes sortes de choses, on ne pense pas, c'est spontané. Et si je commence à écrire ma menace, là, c'est plus tangible, donc c'est une infraction. Et le législateur décide de changer le code criminel en disant bien, la menace de mort, que vous la fassiez par lettre, par fax, par téléphone, par télévision, etc., ça va être aussi inclus dans l'infraction. Et il y a ou autrement. Alors, ça inclut tous les modes technologiques ou autrement. Alors là, ça monte en Cour suprême parce qu'il y a quelqu'un qui sort d'un bar qui dit à un moment donné à quelqu'un oh, je vais t'avoir. Et là, on le poursuit et la Cour suprême dit c'est vrai qu'on a changé l'infraction pour la rendre applicable à toutes les technologies, mais on n'a pas voulu changer la nature de l'infraction, qui était quand même de se servir d'une technologie pour transmettre la menace. Et donc, on va refuser d'étendre la règle à la menace faite verbalement, spontanément. Et je pense que ça, c'est vraiment la bonne ligne. C'est-à-dire que la Cour suprême a dit, êtes-vous en train de transformer la nature de l'infraction, qui était une infraction où il fallait s'être engagé dans une action pour réaliser la menace, versus ce qui était purement spontané. Et je pense que votre deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mettre des valeurs dans la technologie? Bien là, j'imagine que dans la salle, vous êtes beaucoup plus expert que moi dans ce qu'on appelle là, value by design. Alors, c'est lorsqu'on incorpore dès le départ dans la fabrication de l'objet technique certaines valeurs de base. Mais je pense qu'effectivement, c'est ce vers quoi il faut s'engager. Ça me pose des questions pour l'intelligence artificielle qui est apprenante parce que si elle apprend, à un moment donné, elle va se détacher de mes instructions initiales. Et là, je suis en réponse. Alors, on peut passer à la salle s'il y a des questions. Il reste une dizaine de minutes. Oui, alors les questions des étudiants, tout d'abord, c'est vous, Maude? C'est moi. Allez-y. Oui, donc bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant, pardon. Je trouve que ça ouvre très bien le débat pour la journée. J'aurais une question pour professeur Goudreau. Dans le fond, suite à la lecture de votre texte, c'est une question qui est plutôt basique, mais je pense qu'elle approfondit bien le sujet. Auriez-vous tendance à dire que le citoyen moyen, la personne raisonnable, elle aurait tendance à avoir un penchant technophile ou technophobe? Puis, une question subséquente à celle-là, si vous me permettez, comment est-ce que le juriste, quelle méthode qu'il va utiliser pour concilier l'encadrement de l'intelligence artificielle avec les mœurs de la société, soit un régime d'exceptionnalisme, donc d'exception ou d'anti-exception, pour éviter que le dilemme courant, là, dans le fond, le droit soit à la remorque des enjeux sociétals. Alors, merci beaucoup pour ces questions-là. Alors, est-ce que le citoyen moyen est technophile ou technophobe? Je dois avouer qu'au cours des années, je me suis servi de mes étudiants pour essayer de faire des sondages spontanés. Et la vérité, c'est que nous avons tous des penchants. Et que dans mes salles, j'avais toujours des représentants des deux. C'est-à-dire, et je me servais toujours du même exemple, des organismes génétiquement modifiés. Je leur disais, vous rentrez au restaurant, vous avez faim, mais le restaurant dit, moi, je ne donne la nourriture est entièrement faite à partir des organismes génétiquement modifiés. Est-ce que vous sortez ou est-ce que vous mangez? Et donc, ils avaient tous des réactions, a priori. Certains sortaient, certains disaient, écoutez, Mme Goudreau, de toute façon, on en mange déjà. Et au cours des années, en fait, il y a eu des évolutions. Si je regarde, il y a une vingtaine d'années, les gens étaient beaucoup plus technophiles. Et puis, il y a eu, je dirais, un virement chez mes étudiants, en tout cas.
où ils sont plus technophobes. Et avec le temps, j'ai réalisé que ça va aussi par secteur. C'est-à-dire qu'ils vont, là je vais exagérer, mais si on me parle d'ordinateur, de téléphone, ils sont extrêmement technophiles. Si on me parle de nourriture, ils sont plutôt technophobes. Alors, ça va aussi, on n'a pas une image globale, cohérente. On a des réactions vis-à-vis certaines technologies. Comment le juriste va faire pour réglementer alors, je pense qu'il faut que notre gouvernance vis-à-vis de l'intelligence artificielle soit guidée par les mêmes principes que l'on a au niveau du régime du droit. C'est-à-dire qu'il faut transcrire, et ça va être très difficile, mais transcrire ces espèces de principes fondamentaux auxquels on tient, l'autonomie de la personne. On a aussi la sécurité. On va avoir le droit à la vie privée. Il va falloir qu'on démontre aux citoyens moyens que ces éléments-là, protection du consommateur, que là, pour l'instant, toute cette intelligence artificielle qu'on nous propose sur Internet, c'est gratuit. J'ai bien compris, là, ils ne m'ont pas demandé de paiement. Ça ne durera pas. Il y a un moment où il va devenir des choses payantes. Alors là, il va y avoir ce clivage, cette rupture au niveau de qui peut l'utiliser et qui ne peut pas l'utiliser. À nouveau, là, une politique d'accès pour tous les citoyens à certaines technologies, ça va être des choses qu'il va falloir mettre en œuvre si on veut que les politiques de l'intelligence artificielle soient bien reçues par le public. Beaucoup, ça répond très bien à ma question. J'ai également une question pour la professeure Gaston, si vous me permettez. Donc, suite à la lecture de vos textes, qui était également très enrichissant et pertinent pour les enjeux contemporains, vous avez mentionné un double agenda politique. Si je comprends bien, c'est pour respecter les valeurs européennes tout en conduisant une politique globale numérique sur la scène internationale. Puis, ma question par rapport à ça, c'est de quelle manière les pays tiers, tels que, par exemple, le Canada, peut se reconnaître dans cet encadrement-là qui se veut global, puis l'adapter à son propre corpus juridique qui fait face notamment aux enjeux qu'on vient juste de voir avec la professeure Goudreau qui sont propres justement à notre population. C'est une question. Alors, voilà. Non, je ne sais pas si c'est une politique globale que l'Union européenne veut mener, et je pense que par rapport au Canada, en fait, il y a un peu une toile de fond géopolitique, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle essaye de se situer par rapport aux deux grandes puissances technologiques que sont les États-Unis et la Chine. Et je ne suis pas sûre de ce point de vue-là, mais je ne suis pas expert en géopolitique, que le Canada ait les mêmes rapports avec les États-Unis que l'Union européenne avec les États-Unis. Donc déjà, ça change un petit peu la perspective. Et le noyau qui sous-tend, enfin l'enjeu primordial pour l'Union européenne, en réalité, c'est l'idée de souveraineté numérique, qui est un peu une forme de souveraineté tout court, ou d'autonomie technologique ou d'autonomie stratégique. Enfin, c'est décliné tous les concepts selon qui parle. Mais le vrai enjeu de l'Union européenne, c'est ça. En fait, c'est pour toutes les questions technologiques, je veux dire, que ce soit pour le cloud, que ce soit pour... voilà, moi, c'est un Samsung, un Mac. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de pour la 5G, pour tous les équipements. C'est de se rendre compte qu'on est dans une situation de dépendance technologique et qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes de ce point de vue-là. C'est vraiment ça qui est en toile de fond. Et je sais pas, et c'est la question que je pose d'ailleurs quand je vais
quand je sors d'Europe, c'est est-ce que c'est important pour vous, cette idée d'autonomie sur le plan d'autonomie stratégique ou de souveraineté numérique? Et en Australie, par exemple, je n'ai pas du tout senti que c'était un enjeu. J'ai posé un peu la question ici, mais je n'ai pas forcément quelque chose de représentatif. J'ai plutôt le sentiment qu'il y avait, c'est une discussion qu'on a eue, que c'était plus ambivalent, les relations, parce que vous êtes à la fois plus proches et peut-être aussi, du coup, les questions se posent différemment. Donc je pense que c'est pour ça que l'Union européenne est un petit peu dans les cordes, en fait. Elle est obligée d'essayer de se réinventer d'une certaine façon pour survivre, en fait. Il y avait une expression qui est toujours utilisée d'une sénatrice française, l'Union européenne, colonie du monde numérique. C'est ça, en fait. Hein. C'est quand même un peu existentiel comme enjeu pour l'Union européenne. Maintenant, pour une dernière question, oui. Bonjour à tous, Caroline Lequenroth, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Donc, merci beaucoup pour cette introduction magnifique qui pose plein de questions qui, à mon avis, appelleront à des réponses et des débats pendant les 2 jours qui viennent, finalement. Donc, moi, à mon tour, je voudrais vous soumettre peut-être une hypothèse ou une remarque assez globale par rapport à des réflexions qui ont été lancées sur la question de savoir qu'est-ce qui fait la spécificité du droit des technologies. Est-ce que c'est un droit à part? Est-ce que ce n'est pas un droit à part? Et il me semble qu'il y a une référence qu'on n'a pas mentionnée parmi toutes les magnifiques références qui ont été faites ce matin. C'est un paléontologue qui s'appelle Leroy-Gourhan. Il était extrêmement influent sur tous ces philosophes qui ont été mentionnés, élus les Simondon en particulier, et qui a écrit un livre dans les années 60 qui encore aujourd'hui, dont on parle encore aujourd'hui, qu'on traduit encore aujourd'hui, qui s'appelle Le geste et la parole. Et il montre, de son point de vue de paléontologue, que finalement, qu'est-ce qui a fait l'humanité? Qu'est-ce qui le distingue des animaux? Pas tant les sentiments, c'est pas tout un ensemble de faits sociaux, c'est précisément la technologie. Et qu'elle nous engage au moins sur 2 points, sur le plan anthropologique et sur le plan sociétal, social. Et de ce point de vue-là, je crois que il est là l'enjeu majeur aujourd'hui pour le droit des numériques, c'est qu'il n'y a aucun autre sujet qui va nous engager de manière aussi forte. Et je vais prendre un exemple extrêmement trivial, ChatGPT, mais c'est au-delà. C'est de dire, finalement, là, on est face à une technologie qui nous challenge de manière ultime parce que potentiellement, elle va nous rendre idiots. Selon la manière dont on va la concevoir, selon la manière dont on va penser les environnements techniques. Et donc, la réponse que va apporter le droit va être essentielle à cet égard-là. Potentiellement, on va demain devenir complètement idiot. ChatGPT est un bon exemple pour tout le monde puisqu'on voit que nos étudiants avec ChatGPT n'ont plus besoin de lire. On demande à ChatGPT de résumer les articles qu'on leur donne en 5 lignes, il le fait. Ils n'ont plus besoin d'écrire, parce que ChatGPT va leur écrire la chose. Mais cet exemple-là, il se décline dans tous les usages qu'on voit actuellement de l'intelligence artificielle. Dans un dispositif sécuritaire, le policier qui va avoir des alertes, est-ce qu'il va avoir besoin de réfléchir quel est le contexte, où on est? Est-ce qu'il y a un véritable danger? Le contrôle fiscal qui va être fait de manière automatisée, est-ce qu'on va demander à l'agent, est-ce qu'on va former l'agent pour lui dire là, il faut comprendre les situations des gens, les contextes, les niveaux socioculturels, etc. Et donc, il me semble que c'est là que se joue finalement la spécificité de l'IA, parce qu'il y a une conquête de notre humanité. Et le droit est essentiel parce que c'est la réponse sociétale, démocratique qu'on va y apporter. Et de ce point de vue-là, en vous entendant et avec tout ce qu'on lit, je crois qu'il y a quand même en effet une petite inquiétude. Cet enjeu anthropologique, cet enjeu civilisationnel, il n'a pas été pensé comme ça. On est dans une urgence du marché, ça a été très bien dit, où on est entre 2 continents, où on doit se positionner, planter le drapeau pour pouvoir permettre l'innovation technologique. Et je crois que la gouvernance européenne, c'était d'abord ça, l'AI Act, quand il est sorti. C'était comment on va mettre en place un acte de marché pour pouvoir se distinguer par rapport à la Chine et aux États-Unis. Mais je crois qu'on n'est pas encore dans cette deuxième partie. On le voit prendre, les positions récentes du Parlement européen montrent qu'il y a une prise de conscience, mais on est encore loin d'avoir, à mon sens, je vous soumets l'hypothèse et la question, de l'avoir pris dans toute sa mesure et dans toute sa dimension. Merci beaucoup. Oui, il faut cet auteur dont vous parlez. Et ça va avec cette thèse de l'homo faber, celui qui fabrique, ce serait dans notre ADN. Néanmoins, beaucoup de gens qui regardent l'histoire
et qui essaie de déduire là, que c'est qu'on est intrinsèquement. Moi, ce que j'appellerais des lois de la nature, c'est-à-dire des projections dans le futur à partir de ce qu'on a vécu, de la façon dont on s'est comporté. Et donc, cette course à laquelle vous référez serait une course inéluctable. Alors, parmi les auteurs que j'ai lus, il y en a, par exemple, qui disent, écoutez, la course à l'armement, la bombe atomique, les deux puissances, que ce soit communiste ou capitaliste, tous les deux se sont lancés, c'est inéluctable. Et le caractère inéluctable, c'était, encore une fois, la prédiction, s'il y a une bombe atomique, elle sera lancée. Elle a été lancée, mais elle n'a pas été relancée. Et les spécialistes en énergie atomique vont vous dire que si pendant de 45 à maintenant, là, on n'a pas relancé la bombe atomique, c'est parce que, comme être pensant, collectivement, il y avait cette réflexion que ce n'était pas la chose à faire. Hein? On lance 14, il paraît que ça fait exploser la planète. Ce n'était pas la chose à faire et que donc, il y a eu cette espèce de pôle de l'humanité influencée par le droit, les conventions internationales, les États et aussi la population qui a pris conscience de ce danger-là. Alors, je suis avec vous, regarde les dangers potentiels. Moi, je pense surtout à l'utilisation de l'intelligence artificielle en temps de guerre. Mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas de loi de l'histoire, il n'y a pas de projection inéluctable. On peut, comme collectivité, prendre le contrôle de cette technologie-là et le droit, je suis entièrement d'accord avec vous, le droit à un rôle. Voyez, oui, rapidement. Juste sur la question que tu posais à la fin sur est-ce que l'Union européenne effectivement va pas au bout, mais est-ce qu'elle peut le faire sans la maîtrise de l'outil technologique en fait? Est-ce qu'elle peut le faire? Alors, évidemment, là, on dit on va faire un projet alternatif, on ne va pas faire un Google européen, c'est trop tard, on ne va pas essayer de rattraper le temps perdu, on ne peut plus le faire. Donc, on va faire un projet un peu alternatif de partage des données, on va faire un modèle politique un petit peu différent. Peut-être en misant sur le fait que la prochaine bombe atomique, ce sera le quantique, en se disant peut-être que sur un malentendu, on pourrait faire un saut, voilà, et puis finalement être les premiers un jour dans tout ça. Mais je sais, c'est la dialectique droit et technologie, elle est compliquée parce que je vois pas. Alors je suis pas forcément pessimiste, hein, mais soumettre la technologie au droit, oui, mais quand on n'a pas la maîtrise de cette technologie et qu'on est quand même dépendant d'entreprises étrangères. Hein, ça me semble quand même très compliqué de pouvoir proposer ce projet global auquel tu faisais allusion. C'est quand même intéressant de mettre le marché dans l'équation aussi. Céline, je me tourne la fois parce que la toute dernière oui. Avec Henri. J'étais d'accord avec vous. Alors, Henri Laville, je suis doctorant, je m'intéresse aux fonctions de la normalisation dans l'éducation relative à la protection des renseignements personnels. Et j'étais tout à fait d'accord avec vous sur le positionnement que rien n'est inéluctable dans le futur. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le futur. À l'inverse, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas prévoir les effets indéterminés. Et par rapport à la question de l'indétermination des effets, on nomme en médecine les effets iatrogènes, parce qu'il y a une littérature en médecine sur la iatrogénèse, ces effets indéterminables qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Il y a toute une littérature en finance, Nassim Taleb, en mathématiques stochastiques comme Benoît Mandelbrot, ou encore des historiens tels que Jean-Baptiste Fressoz, justement disent que un choix par rapport à un risque indéterminé qu'on pourrait faire, c'est justement refuser la technologie. Le premier choix qu'on pourrait faire, c'est pour ne pas s'exposer à des choix indéterminés dans le futur, c'est le principe de précaution. La première chose à faire, c'est ne pas faire des expériences, certes, mais c'est surtout ne pas faire. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on accepte de rentrer dans une technologie, de choisir une technologie, en fait, on fait aussi le choix de s'exposer plus tard à des effets que l'on n'a pas déterminés. Il y a un choix politique, il y a un choix axiologique. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
le choix que l'on a à faire, c'est un choix, chacun de nous fait dans sa tête ce choix-là et collectivement, ça se reflète par nos politiques d'influencer les médias politiques d'enfance. Chacun d'entre nous. Il reste à remercier nos deux conférencières et vous aussi. Et donc, on passe à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.